avec ce grand chêne là. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour à la ferme de Paris pour clore ce mois du bien-être animal. Nous avons commencé avec des poussins, puis la tonte des moutons et la semaine dernière nous avons montré comment entretenir un poulailler. Aujourd'hui, nous sommes avec des chèvres et des brebis pour voir comment on aménage leurs enclos pour les naissances. Avec nous, Enora. Donc bonjour, moi c'est Enora. De vous retrouver à nouveau et puis on va démarrer avec Lucie que vous avez vue à la tonte des brebis. Bonjour et bienvenue à tous. Moi je suis Lucie, volontaire en service civique à la ferme de Paris et je suis en appui aux activités pédagogiques de la ferme. Vous nous expliquez un peu qu'est-ce que vous avez conçu pour le bien-être de nos chèvres et brebis? Alors, comme disait Gualtiero, après ce mois où on a vraiment voulu consacrer sur le bien-être animal, là aujourd'hui on va vous parler donc de la gestation et de l'arrivée en fait des chevreaux et des agneaux à la ferme et comment on prépare en fait le terrain pour l'arrivée des nouveau-nés. Puisque le printemps à la ferme c'est quand même une période charnière, puisque l'éleveur et le fermier doit à la fois s'occuper de la gestation, du bien-être de la brebis pendant la gestation, ensuite de l'arrivée des nouveau-nés le jour de leur naissance, et puis ensuite du bien-être à la fois de la brebis et puis du nouveau-né sur la suite de la naissance. Oui, c'est ça. Donc au printemps, c'est beaucoup de travail, pas seulement pour les cultivateurs, mais aussi pour les éleveurs à la ferme de Paris. Et donc, comme on vous disait, on attend des petits chez les chèvres et chez les brebis. Donc uniquement chez ces races, en fait, on a plusieurs races de chèvres et de brebis à la ferme. Mais on fait de la reproduction uniquement avec les races qu'on a choisi de préserver. On fait de la conservation de races avec nos chèvres et avec nos brebis de 8 ans. Donc, le public, si vous êtes avec nous dans le chat, ressenti qu'en de préservation de races d'élevage et de biodiversité génétique chez les races d'élevage, ce serait important de s'engager dans ces programmes de. Je vous écoute. Lucie revient à un bon de feuillage érable pour attirer les chèvres à nous. Gualtiero, je peux filmer leur ventre un peu. On va les appeler. Le chat qui commence à répondre en quoi la préservation de la diversité génétique de l'élevage est importante. Pour l'instant. Alors Lucie, est-ce que tu saurais comment expliquer ça? Alors, ce qu'il faut savoir, donc ça fait des milliers d'années que c'est mis en place, et en fait, au fur et à mesure du temps, les éleveurs à chaque fois sélectionnent au sein du troupeau les meilleurs individus pour les faire se reproduire. Et au fur et à mesure du temps, donc, ces individus-là se reproduisent, ce qui en fait crée un appauvrissement de la diversité génétique. Et en fait, avec le temps, ce qui est bien en fait avec cette diversité génétique, c'est qu'on a à la fois, donc, que ce soit des races domestiques ou des races domestiques, on a une diversité en fait au sein de cette diversité génétique des résistances en fait à la fois aux intempéries, aux maladies, aux parasites, etc. Et en fait, l'idée c'est de préserver
l'ensemble de cette génétique en fait pour pouvoir réintroduire quand il y en a besoin certains gènes qui sont plus ou moins résistants en fonction du troupeau. Et donc ici nous avons les chèvres des fossés qui ont failli disparaître à les années 90 et qui ont été réintroduites, qui ont vraiment été préservées dans les années. Pourquoi cette race en particulier? En fait, justement, au niveau, par exemple, de leur production moins efficace entre chèvres, et du coup, elles ont et avec le temps, donc elles ont été. Là, on travaille avec des éleveurs qui justement réintroduisent cette espèce, cette race de chèvre, et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment efficace. De l'éco-pâturage, et puis elles mangent aussi pas mal d'écorce et de bois, ce qui permet en fait au niveau des forêts notamment, elles sont introduites ces dernières années dans les forêts parce que elles ont vraiment une capacité, on peut même les dire que c'est des débroussailleuses sur pattes parce que en fait au sein des forêts, elles permettent de créer des couloirs qui, notamment dans le sud, permettent d'éviter la propagation des feux de forêt au sein des forêts. Donc voici notre petite chevrette dominante. Elle est née l'année dernière, on en a 2 jeunes. Celle-ci et la petite blanche que vous voyez au fond, qui sont nées il y a 1 an. Et donc celles-là, on ne les a pas mises à la reproduction parce que même si elles ont atteint la maturité sexuelle dès leur 5e, 6e mois, elles sont pas encore, elles n'ont pas fini de se développer, donc ça pourrait être dangereux pour elles, pour leur santé, des petits aussi de leur âge. Et donc en fait, nos chèvres sont gestantes. Donc vous commencez à voir que c'est la race. Une chèvre qui n'est pas gestante, c'est la grise au fond. Ont déjà eu des petits, sauf c'est sa première portée. Donc l'année dernière, elle n'avait pas c'était la seule qui n'était pas gestante. On l'appelait un petit peu la tante. C'était la bonne tante de ces chevrettes. Donc voilà, comme je le disais, la gestation c'est une chèvre chez une brebis d'ailleurs. Donc pour comment est-ce qu'on calcule en fait, il n'y a pas de mâle reproducteur à la ferme de Paris. Donc les éleveurs partent de ces races-là de nous prêter des reproducteurs qui sont vraiment de cette race. Et en fait, ces mâles sont arrivés, on les a cet hiver, et nous on compte comme ça. En fait, on se dit qu'on veut des naissances d'animaux au moment où il y a du ferme, donc en juin, en hiver. Donc on a eu un bouc des fossés et un bélier de Ouessant qui sont venus rencontrer nos femelles. Donc on est passé par un process de mise en quarantaine comme ils venaient d'une autre ferme pour s'assurer qu'ils étaient en bonne santé. Ensuite, avant de les mettre en contact direct avec nos femelles, et on est passé par une phase de découverte visuelle les uns les autres pour en fait, entre eux, du coup s'assurer d'avoir une reproduction efficace. Donc voilà un petit peu le processus quand on accueille des mâles reproducteurs, pas les nôtres. Les femelles ont des besoins différents, elles sont en gestation. C'est pour ça que le travail de l'éleveur est si important, même avant l'arrivée des nouveaux des besoins alimentaires à leur habitude. Et puis notamment besoin de beaucoup de calme. Donc ça c'est plutôt notre besoin à nous d'éleveurs, parce qu'on souhaite être présent quand il y aura les mises bas pour s'assurer du bon déroulement des mises bas. Donc pour ça, on espère que les mises bas aient lieu la journée et pas la nuit, parce qu'on n'est pas à la ferme la nuit. Et pour qu'elles aient lieu la journée, il faut que les chèvres et les brebis se sentent en confiance le jour. Donc c'est-à-dire qu'il faut leur apporter beaucoup de calme. Ils se disent que leur corps en fait soit prêt à mettre bas la journée et pas la nuit. L'année dernière, ça s'est passé la journée et on était présents pour voir toutes les naissances. C'était très intéressant. Et comment est-ce qu'on sait que les femelles sont prêtes à mettre bas ?
Ça, c'est aussi assez intéressant. Il y a des signes révélateurs quelques jours avant les naissances. Déjà, au lieu de s'élargir, le ventre va aussi beaucoup tomber. En fait, le ventre va vraiment s'alourdir d'un coup. On va aussi pouvoir remarquer que les mamelles des chèvres comme des brebis sont plus gonflées, que les tétines commencent à rougir. On voit également que la vulve, alors là elle est un peu cachée par la queue, mais que la vulve gonfle. Et le dernier signe, c'est que il y a entre les côtes et la colonne vertébrale de l'animal, en fait, quand on place nos doigts, on peut presque pincer entièrement entre les os, tellement les os sont distendus. Donc ça, c'est tous les signes précurseurs qui nous disent que les femelles sont prêtes à mettre bas. Donc nous, on peut s'y préparer comme ça aussi. On se prépare aux mises bas. Si elles ont lieu en extérieur, tant mieux. Si elles ont lieu en intérieur, eh bien en intérieur, la paille est propre. Au moment des mises bas, on fait un paillage 3 étoiles pour avoir de la paille super propre au moment des naissances. Donc voilà à quoi on peut s'attendre. Et puis la naissance en général se déroule très très bien parce que comme on vous disait, on a des races rustiques qui mettent bas sans notre intervention. Elles attendent chacune entre 1 et 2 petits. En général, c'est la tête qui sort en premier avec les pattes du nouveau-né, puis les épaules, la croupe et tout le reste vient. Il y a le placenta qui vient en dernier et ça arrive même que les femelles mangent le placenta. Et donc toutes les mères sont ces mères-là sont assez maternelles. Et en fait, ce qui compte le plus, c'est que le nouveau-né puisse téter aux premiers instants de la naissance, parce que c'est le premier lait, et dans le premier lait, il y a le colostrum, et c'est ça qui permet au nouveau-né de développer un super système immunitaire. Donc voilà, c'est un petit peu théorique comme ça, mais on espère pouvoir partager toutes ces informations avec vous quand ça arrivera en direct. Et puis, donc maintenant qu'on a parlé de la reproduction et des naissances, il nous reste à vous parler de l'accueil des nouveau-nés. Donc pour ça, on va aller en bergerie, cette fois voir les brebis de Ouessant et essayer de repérer lesquelles sont gestantes et puis vous montrer comment est-ce qu'on a aménagé leur enclos. C'est parti. Allez. Hop là. En fait, on va se rendre dans cette parcelle-là, mais on va faire le tour. Parce que vous voyez, il y a une clôture électrique qui sépare les parcelles. Toute tendue. Ouais. Après vous. Donc est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur ce qu'on vient de dire? Non, pas vraiment pour l'instant. L'année dernière, on a eu 7 chevreaux qui sont nés. Donc si c'est des femelles, on les appelle les chevrettes. Et l'année dernière, on a eu un agneau. Et si c'est une femelle, on appelle une agnelle. Agnelle. Donc le brebis, c'est... Non. Tu peux ouvrir? Ouais. Alors, direction la bergerie. Donc, vous pouvez suivre Lucie. Alors là, on va vous montrer l'abri dans lequel on va pouvoir mettre les agneaux lorsqu'ils vont naître. Il y a quelqu'un qui a répondu la race des Poitevines. Alors, nos brebis, ce sont des brebis de Ouessant. Et Ouessant, c'est le nom de l'île dont elles sont originaires. Donc l'herbe est salée. Vas-y.
Oui. Donc oui, J'ai des souvenirs de ce live qu'on a fait ici. les brebis ouessants sont originaires de l'île Ouessant en Bretagne. Et donc voici l'abri dans lequel on va venir mettre les agneaux lorsqu'ils vont naître. Donc comme vous pouvez le voir ici, on s'est servi de la structure de la bergerie pour pouvoir mettre deux parties en bois l'une contre l'autre. Donc la porte est ici, un toit pour en fait venir éviter en fait toutes sortes d'intempéries pour éviter de déranger les petits qui vont venir à naître. Et puis en dessous, on a une lampe chauffante qui permet vraiment en fait de stabiliser la température pour les petits, puisqu'on essaie de garder en fait une température à 20 degrés à peu près au sein de ce petit enclos. Et puis dedans, on a vraiment mis une épaisse couche de paille parce que la paille a des vertus isolantes, ce qui permet justement de préserver les agneaux en fait du froid. Et on va faire le même abri en fait dans la partie pour les chèvres, donc dans la chèvrerie. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore placé puisque les chevreaux vont naître dans 3 semaines à peu près. Donc, voilà, exactement. Donc, on utilise cet abri uniquement sous réserve qu'il y ait de grands froids tardifs. S'il fait des températures comme aujourd'hui, l'agneau peut bien rester sous sa mère dehors ou en intérieur. Il sera protégé du grand froid. S'il ne fait pas à moins de 10 degrés, ça suffit. Donc on prévoit des baisses de température. Voilà, on peut prévoir les dernières gelées, des fois ont lieu fin mai. Donc c'est vraiment en prévention de cette météo-là qu'on se prépare avec cet abri-là. On va voir les brebis. Allons voir les brebis. Donc bien sûr, pour les attirer à nous, j'ai de l'aliment. Alors, donc au quotidien, le mouton est un herbivore, il mange de l'herbe fraîche en ce moment au pâturage et en hiver plutôt du foin. Ça c'est vraiment les grandes rations au quotidien. On disait qu'elles sont gestantes. Bon, pas toutes, il n'y en a que 2 qui sont gestantes sur ce groupe-là. Donc on peut leur donner un petit complément alimentaire. Là on a du granulé de luzerne et des céréales écrasées, en l'occurrence des graines d'orge. Donc c'est plutôt de la matière énergétique. Là, il faut de l'énergie pour mettre au bain en plus. Alors donc, comme on vous disait, on a finalement peu de brebis gestantes, 2 sur ce groupe-là. Et à vous de voir si vous en trouvez quelques-unes qui sont plus larges que les autres. Donc là, ça se voit, ça commence à se voir. On en est au 4e mois. Bonjour, bonjour. Ah bah, elles ont bien compris. Tiens, Lucie. Ouais. Mets ça dans ta main. Alors, est-ce que vous connaissez ces moutons? On les voit des fois dans Paris. Il y a certains espaces verts sur lesquels on peut retrouver des brebis de Ouessant. Alors, il y en a qui sont noires, il y en a qui sont blanches. Mais c'est le mouton le plus petit du monde. Elles ont spoté le seau, ça y est. Alors, Lucie, tu veux expliquer pourquoi on les retrouve en ville, ces brebis-là? Alors, la particularité de ces brebis, c'est que donc, elles sont vraiment pratiques pour l'éco-pâturage. En fait, elles ont failli disparaître à la entre les années 70 et 80. Et en 2000, elles ont vraiment été remises au devant de la scène, justement parce que on s'est aperçu que c'était vraiment des brebis qui étaient efficaces pour les pâturages. Et puis, donc, c'est une espèce rustique qui donc est plutôt résistante aux intempéries, aux parasites et aux maladies. Et puis, elle reste quand même assez pratique en fait au niveau des éleveurs pour justement entretenir les parcelles en pâturage. Donc là, on peut les voir du dessus. Alors, lesquelles sont gestantes? Il y a celle-là qui est bien large. Est-ce que vous voyez?
Oui, Celle qui est en train de s'éloigner, elle est bien plus large que les autres. Et peut-être celle qui est ici au premier plan? Non, Non. celle-ci, tu vois. Alors bien sûr, ça se voit encore plus quand on arrive Au 5e. au 5e mois. Ah oui. Et puis les brebis d'Ouessant sont... En fait, c'est une race qui en général n'attend qu'un seul petit. Donc elles sont aussi moins larges. Et alors on est en face de la plus petite race de moutons du monde. Donc imaginez bien la taille de l'agneau. C'est vraiment la taille d'un chat, quoi. Bah, à la naissance d'ailleurs, ils font en moyenne 1,8 kg. Donc c'est vraiment des tout petits agneaux. Voilà. On se régale. Il y en a une qui est sinistre très loin. Donc bien sûr, on aimerait mieux donner ce complément alimentaire aux brebis gestantes. Mais on essaye de faire plaisir à tout le monde, pas de jaloux. Pousse-toi. Et non, le téléphone, ça ne mange pas. Ils sont attirés par le rouge. Donc à la ferme de Paris, le bien-être animal, c'est vraiment un sujet de prédilection pour nous. En fait, il y a de grands principes. C'est même un mode de fonctionnement. Bien sûr. En fait, on travaille en suivant les principes du bien-être animal qui sont souvent résumés par plusieurs points. En premier, c'est que les animaux aient toujours une quantité d'alimentation et d'eau qui répondent à leurs besoins. Il faut aussi veiller à ne pas stresser les animaux. En fait, on fait aussi attention à leur psychique. Ne pas les stresser, ne pas les contrarier. Donc là, c'est Comment on fait ça? Par exemple, comme on est une ferme pédagogique, en fait, on leur donne beaucoup d'espace et le contact avec le public est moindre. En fait, on laisse l'animal s'approcher des clôtures pour aller voir le public. C'est pas le contraire, c'est pas l'animal enfermé très près des clôtures et du coup obligé d'être en contact avec le public contre sa volonté. Donc ça, c'est un exemple. Pour les faire venir. Oui. En bien-être animal, on veille aussi à la bonne santé et au confort des animaux, à pas ce qui est de bobos. Donc ça, c'est tous les paramètres de sécurité, de santé. Voilà, veiller à leur confort en fait. Donc pour ça, on travaille avec des vétérinaires. On a d'ailleurs fait des échographies. En fait, on pourrait penser que c'est un luxe de faire des échographies, mais pour nous, c'est assez intéressant de savoir s'il y a des animaux gestants. Eh bien, on sait que leurs besoins alimentaires sont différents en fait. On sait aussi si les échographies révèlent des triplés. On sait qu'il faut faire particulièrement attention à ce que les fœtus ne puissent pas dans toute l'énergie des femelles. Donc voilà, les échographies nous servent à ça. Merci d'avoir été avec nous. Oui, merci. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous souhaite un agréable après-midi. On se voit la semaine prochaine, jeudi, pour parler de sorgho. Ou mercredi. En fait, le sorgho, c'est une céréale qui a complètement gagné en intérêt. C'est une céréale africaine qui est très adaptée au changement climatique. Donc on parlera plutôt d'agriculture. Demain, on vous donne rendez-vous comme d'habitude sur Instagram, par exemple, avec Carlos et Anne pour des conseils en jardinage. Bon après-midi à tout le monde. Merci Enora. À bientôt. Merci Lucie. À bientôt.